Voici Ostreococcus tori, un organisme unicellulaire, une algue verte d'1 micromètre de diamètre. Sa taille exceptionnellement réduite et le minimalisme de sa constitution en font le plus simple et petit eucaryote libre connu. Elle possède en un seul exemplaire unique chacun des organites nécessaires à son métabolisme. Cette microalgue dérive dans le milieu marin, accompagnée de millions d'autres micro-organismes. C'est semblable, mais aussi des organismes étrangers, comme des entités parasitaires bien singulières, des virus. Le génome viral peut être présent sous forme d'ADN ou d'ARN, en brins simples ou doubles, et contenu dans une enveloppe protéique, la capside. À sa surface, des glycoprotéines permettent l'accroche des virus à la membrane cellulaire d'un hôte. Les virus sont considérés comme des parasites obligatoires, car ils ne possèdent pas la machinerie cellulaire nécessaire à leur multiplication. S'ils en ont ce qu'on pourrait appeler le manuel, codé dans leur gènes, il leur manque l'énergie et les outils que sont les enzymes que possèdent les cellules. Ils sont donc entièrement dépendants d'un hôte à parasiter, auquel emprunter ces outils pour leur réplication. Parce que les glycoprotéines permettant l'accroche du virus sont généralement spécifiques à une seule espèce d'hôte cible, la membrane cellulaire de l'hôte est incompatible à la plupart des virus. Exception faite des souches virales qui, au cours de leur évolution, auront acquis les glycoprotéines spécifiques compatibles, permettant leur fixation à la surface de la cellule. Une fois injecté dans la cellule, l'acide nucléique du virus va utiliser la richesse du cytoplasme de son hôte et de ses organites à son profit. Après avoir détourné l'expression des gènes de son hôte, il va l'obliger à reproduire ses propres gènes viraux et à synthétiser les protéines qui serviront à la fabrication de nouvelles capsides. Une fois les protéines de capsides produites et les brins d'acides nucléiques viraux dupliqués, ils sont assemblés pour former de nouveaux virions complets, reproduction de l'exemplaire original. Ceci déclenche alors l'éclatement de la membrane cellulaire de l'hôte. C'est la lyse. Des centaines de nouveaux virus sont libérés dans l'environnement, prêts à répéter l'infection à l'identique, en la répandant de proche en proche. Attendez, il semblerait que l'un de ces virus ne soit pas à 100% identique aux autres copies. D'où vient cette minuscule portion de gènes anticonformistes que l'on ne retrouve ni au sein du modèle original, ni parmi ses autres copies? Remontons la scène pour voir ce qu'il s'est passé au moment où les nouveaux virus ont été synthétisés. Ah, voilà. Au milieu de cet immense chantier de construction et de transcription, il arrive parfois qu'un morceau de l'ADN de l'hôte se trouve accidentellement capturé et intégré au sein du génome d'un des nouveaux virions. Que va devenir notre parasite avec ce passager clandestin? Si, par exemple, ce brin a eu des conséquences fâcheuses sur la formation de la génération suivante, au point, par exemple, de l'empêcher de pénétrer un hôte pour se reproduire correctement, quelle que soit l'étape du processus. Alors, notre exemplaire original disparaîtra à jamais le jour où viendra sa destruction naturelle. Mais si, au contraire, cette modification ne gêne en rien le processus infectieux, voire le favorise, alors ce seront des centaines et des centaines de copies qui se diffuseront au prochain cycle de réplication, comportant chacune cette même portion clandestine de l'ADN de l'hôte, qui, désormais intégrée au génome du virus, va pouvoir être conservée dans cette nouvelle version. Et voilà comment, ironie du sort, le parasite se retrouve pour ainsi dire à son tour parasité par son hôte, emportant un peu de ce dernier au sein de son matériel génétique, et à travers des générations et des générations d'agents infectieux. Quand un organisme adulte transfère une part de son patrimoine génétique à un autre organisme adulte, sans passer par une reproduction de parents à descendants, c'est un transfert latéral ou horizontal de gènes, dans lequel il y a un transfert de matériel génétique sans processus de reproduction. Un instant, il semble que notre histoire ne soit pas tout à fait terminée. Regardez cet autre virus. Bien qu'à première vue similaire au premier, il est d'une souche différente, et pourtant il possède une portion d'ADN identique à celle du virus de gauche. Cette fois encore, remontons le temps pour découvrir son histoire. Voici un virion qui entame l'infection d'une cellule. Sauf que cette fois, il semble que la place soit déjà prise. Un virion d'une autre souche de virus y est déjà à l'œuvre.
Qu'à cela ne tienne, il y a bien assez de place pour tout le monde. Les infections multiples ne sont pas rares dans la nature, et les virus n'ont pas la politesse d'attendre leur tour. Où allons-nous retrouver notre mystérieux imitateur dans ce bouillonnement de réplication? Ah, le voilà, en train de rassembler ses composants, protéines de capsides et ADN. Et plus encore à ce que je vois. Dans ce riche chantier de lyse et de transcription infectieuse, tout comme il arrive qu'un virus synthétisé intègre par accident une portion de l'ADN hôte, il peut arriver que ce soit une portion de l'ADN d'un autre virus qui soit transmise si celui-ci était également présent et en cours de synthèse au même moment. Le transfert latéral de gènes n'existe pas uniquement entre une cellule hôte et un virus, mais également de virus à virus. Et pour peu que là encore, ce virus modifié demeure capable d'infecter, malgré cette portion clandestine, et, pourquoi pas, encore plus efficacement qu'avant, ce sera là aussi une nouvelle version du virus qui se propagera. Mais il nous reste une dernière étrangeté à découvrir au sujet de ces transferts latéraux. Observez cette cellule, qui possède, au sein de son propre génome, une séquence qu'elle partage avec une souche virale, mais pas avec ses semblables. Pour l'expliquer, remontons une dernière fois le temps, au moment de l'entrée du génome viral au sein d'un hôte. Voici une souche virale dont le comportement infectieux diffère légèrement. Au moment de son entrée dans la cellule, au lieu de rediriger ses fonctions à sa propre réplication, il va être intégré au génome de l'hôte, pour y demeurer endormi, laissant à la cellule hôte toute liberté de se reproduire, dupliquant ainsi le génome viral à chaque génération de cellules filles. Jusqu'au jour où les conditions se révèlent favorables à la réactivation des gènes viraux, lesquels entament alors un nouveau cycle lytique, menant à la destruction de toutes les cellules porteuses du virus et à la libération des virions dans le milieu. Toutes les cellules porteuses? Non. Parmi les générations de cellules filles, certaines ont muté de manière à développer une résistance aux virus qui les ont parasités. En leur sein, le changement des conditions ne déclenche plus de cycle lytique et le génome viral demeure inactif et intégré, fixé à leur ADN. Et ce sont ces survivantes à l'infection qui vont se reproduire et se multiplier, peuplant le milieu d'individus héritants de cette résistance, mais également du génome viral désormais intégré à leur ADN. Voilà comment, grâce au cycle lysogénique, le génome d'un virus peut être transmis par transfert latéral à une souche cellulaire. De virus à hôte, d'hôte à virus, de virus à virus via un hôte ou d'hôte à hôte via un virus, grâce au transfert latéral, l'ADN devient voyageur. Et, au fil des migrations et des générations, un virus peut étrangement se trouver doté de gènes de la photosynthèse. Observons le virus d'Emiliania Huxley, qui a ainsi obtenu la capacité, à travers l'acquisition de plusieurs gènes, de booster le processus de transcription en fournissant à son hôte le moyen d'obtenir davantage d'énergie pour la synthèse protéique. Ou encore le virus H1N1, qui a acquis l'aptitude ô combien utile de devenir virulent pour le porc, puis pour l'homme. Si l'on en ignore encore souvent les mécanismes détaillés, le transfert latéral de gènes entre hôte et virus, ou de virus à virus, est une réalité bien observable à travers ses effets, et permet d'expliquer bien des mystères au sein de la composition des séquences d'ADN.